Un autre élément encore constituant ce procédé d'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, c'est l'introduction dans tous les cours, y compris les cours non intellectuels, les cours artistiques, les cours de travaux manuels, l'introduction dans tous les cours de références culturelles, historiques, qui ont l'air d'être de simples références culturelles et historiques traditionnelles, mais qui sont en fait les références sur lesquelles l'anthroposophie s'appuie pour se constituer. Par exemple, quand on fait étudier à tous les élèves des écoles Steiner-Waldorf le Faust de Goethe ou le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, de préférence, plutôt que le Perceval de Chrétien de Troyes, on ne précise pas qu'en fait ces références sont abondamment utilisées dans l'œuvre de Steiner pour constituer son anthroposophie. Ce sont les piliers de son anthroposophie. Ce n'est pas pour rien que le centre de l'anthroposophie s'appelle le Goetheanum. C'est une manière pour l'anthroposophie de s'approprier ainsi des références culturelles. Donc Goethe, pourquoi effectivement ne pas tenter de s'approprier un tel monument de la littérature allemande, de se l'approprier et d'en faire de l'anthroposophie. Donc quand les professeurs des écoles Steiner-Waldorf parlent de Goethe ou parlent du Faust aux élèves et le commentent, il faut savoir qu'ils ne parlent pas véritablement, à mon sens, du Faust de Goethe, ils parlent de leur vision du Faust de Goethe, c'est-à-dire de leur vision anthroposophique de cette pièce de théâtre et du contenu symbolique de cette pièce de théâtre. Pareil pour le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, qui est lu avec les élèves avec des lunettes anthroposophiques. Donc quand un inspecteur vient voir ce qui se passe dans ce genre de classe, il ouvre les cahiers et puis il voit ce qui semble être une étude du Faust ou du Perceval, alors qu'en fait, il s'agira non pas d'une étude, mais de la diffusion d'un contenu anthroposophique par le truchement de ce qui semble être une étude. Ce procédé consistant à introduire des références culturelles, ou plutôt de marquer les élèves avec des références culturelles toujours identiques dans toutes les classes, pour tous les élèves de tous les pays du monde, afin de leur inculquer certaines références qui sont aussi les références de l'anthroposophie, c'est quelque chose que j'ai observé dans toute ma scolarité et que j'ai moi-même pratiqué quand j'étais professeur dans ces écoles. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un procédé consciemment mis en œuvre par la plupart des professeurs de ces écoles ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils suivent une tradition, mais en tout cas, cela a un effet. Et cet effet, c'est celui de donner aux élèves un univers de référence qui est aussi l'univers de référence des anthroposophes. Et naturellement, tout naturellement, une fois devenus adultes, ils auront tendance à vouloir aller vers les anthroposophes qui leur présentent des références auxquelles ils ont été accoutumés dès l'enfance. Un autre procédé, cette fois particulièrement pernicieux et pouvant avoir des conséquences graves, mis en œuvre dans ces écoles pour endoctriner les élèves à l'anthroposophie, c'est la création de liens affectifs
particulièrement fort au-delà de ce qui est normal, entre les élèves et les professeurs. Alors, quand on observe les choses de manière attentive sur l'ensemble de la scolarité, on s'aperçoit que c'est un procédé qui est mis en œuvre dès le jardin d'enfants. Le jardin d'enfants, c'est le nom que donnent les professeurs de ces écoles à la maternelle, et qui se poursuit sous des formes autres dans les classes supérieures. Dans le jardin d'enfants, ça va se traduire par des gestes, des attitudes, une proximité corporelle très grande entre les jardinières et les élèves. Et dans les grandes classes, c'est-à-dire dans les classes de lycée, cela va se traduire par une forme de copinage, de proximité amicale, à la fois professorale et amicale, très étroite entre les professeurs et les élèves, je dirais même de complicité entre les uns et les autres, au point que la frontière entre l'enseignant et l'enseigné n'est plus claire du tout, pour personne d'ailleurs. Cette proximité douteuse, elle a pour conséquence finalement que, d'une part, les élèves vont se sentir dans ce genre d'école comme s'ils étaient plongés au sein d'un univers familial incestuel, pas nécessairement incestueux, mais incestuel, d'une part, et un univers familial auquel ils vont être attachés profondément toute leur vie, et qui va souvent se substituer à leur véritable famille, du moins inconsciemment pour certains d'entre eux. Un autre élément encore qui me semble important pour caractériser cet endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, c'est l'introduction, en particulier dans les cours de sciences, de théories pseudo-scientifiques issues de l'anthroposophie. Cela se fera toujours sous la forme d'allusions discrètes, non pas d'affirmations de la part du professeur, mais ces théories seront amenées dans l'esprit des élèves de façon à être présentées comme des possibilités, non pas des vérités, mais des possibilités. Si elles étaient amenées en tant que vérité, évidemment qu'on repérerait immédiatement l'endoctrinement qui a lieu. Mais le fait de les amener comme possibilités permet et c'est très habile, de créer une ouverture plus tard à ce genre d'idées qui sont en fait les idées de l'anthroposophie. Quelques exemples. Le mythe de l'Atlantide. Pour les anthroposophes, l'Atlantide a existé. Il s'agit d'un continent qui existait entre l'Amérique et l'Europe, sur laquelle 7 grandes races humaines se seraient développées. Le professeur dans une école Steiner-Waldorf ne va pas dire l'Atlantide a existé, mais il va dire de nombreux mythes à travers toutes les civilisations nous parlent d'un continent qui aurait existé et qui aurait été submergé par un déluge, par les flots. Évidemment, alors le professeur ajoutera nous ne savons pas s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité, mais il est quand même
intriguant de remarquer que de nombreuses civilisations y font allusion. Et souvent il s'arrêtera là, on n'en dira pas plus. Et évidemment, quand ce genre de propos est réitéré à travers toute une scolarité, cela finit par faire son chemin dans l'esprit des élèves. Un autre exemple, il existe dans l'anthroposophie une idée pseudo-scientifique selon laquelle le cœur ne serait pas une pompe. Pour les anthroposophes, le sang circule de lui-même par sa propre force dans le corps humain et le cœur n'a pas pour fonction de pulser le sang dans le corps, il a simplement pour fonction de réguler ce flux. Ce n'est pas la même chose. Je n'entre pas dans les détails de cette théorie de Rudolf Steiner, mais c'est très important pour les anthroposophes. C'est une théorie pseudo-scientifique qui a des répercussions occultes, hein, parce que pour eux, c'est le signe que le cœur est appelé à devenir un organe de perception spirituelle. S'il n'était qu'une pompe, il ne pourrait pas un jour assumer cette fonction. Alors, dans une école Steiner-Waldorf, on va également suggérer ce genre de conception à travers ce qui semble être une approche anatomique pure et simple de l'organe. Un élément important encore pour caractériser cet endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, c'est selon moi l'omniprésence à tous les stades de cette scolarité de la pratique de l'eurythmie. Alors l'eurythmie, quand on ne connaît pas ce que c'est et qu'un anthroposophe vous le présente, il vous le présentera comme une sorte de danse, d'expression corporelle. Et on pourrait se dire, pourquoi pas, oui, ça fait du bien aux élèves, quel que soit leur âge, d'avoir une forme d'expression corporelle, de coordination de ces mouvements au sein d'un groupe, pourquoi pas. Sauf que l'eurythmie, quand on l'a pratiquée comme je l'ai pratiquée durant toute ma scolarité, et puis après en tant qu'anthroposophe également, on se rend compte qu'il s'agit davantage de quelque chose de proche du yoga, et du yoga chargé d'occultisme, comme par exemple le Kundalini Yoga, plutôt que d'une expression corporelle. L'eurythmie, c'est vraiment de l'anthroposophie sous forme de danse, sous forme de mouvement. Steiner le dit d'ailleurs clairement lui-même aux anthroposophes quand il leur parle de l'eurythmie, en leur disant l'eurythmie est la sœur de l'anthroposophie. Non pas la fille, mais la sœur. C'est-à-dire que l'esprit de l'anthroposophie est présent dans l'eurythmie. Et en fait, effectivement, quand on le pratique, on se rend compte que c'est d'abord une école de l'autosuggestion. C'est-à-dire que quand vous pratiquez de l'eurythmie, on vous fait faire certains gestes et on vous dit ce que vous êtes censé ressentir quand vous pratiquez ces gestes-là, au point que vous avez vraiment l'impression de le ressentir, mais ce ressenti, en fait, ce n'est pas vraiment le vôtre, c'est celui de l'instructeur. Et puis, et évidemment, ce ressenti comporte une dimension spiritualiste, ésotérique, toujours. Et puis ensuite, l'eurythmie, c'est à certains moments pratique qui véhicule directement des
des éléments de doctrine ésotérique, alors cette fois-ci explicitement. Par exemple, tous les élèves de première dans les écoles Steiner-Waldorf sont censés faire, quand ils font de l'eurythmie, les signes du zodiaque. La signification, enfin, ils font des gestes, par exemple, le geste du lion, je me souviens de tous les gestes rythmiques qu'on nous faisait faire, il n'est pas très bien. Le geste du lion, on le fait faire aux élèves pour leur dire voilà ce que ce signe du zodiaque envoie comme force à l'être humain sur la Terre quand il est natif de cette constellation. Et pareil pour les autres signes, pareil pour les planètes, etc., etc. C'est-à-dire que, eh bien, on va leur apprendre en fait les signes du zodiaque, la réalité de l'influence des signes zodiacaux dans les destinées humaines à travers un cours de rythmie. Et ça, c'est de l'anthroposophie. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas dit explicitement. On fait faire de l'eurythmie et il se trouve que dans l'eurythmie, il y a de l'anthroposophie. Une autre particularité de cet endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, c'est selon moi l'omniprésence de récitations en début de cours, en fin de cours, en début de repas, en fin de repas, en début de journée, en fin de journée, en début de semaine, en fin de semaine, en début d'année, en fin d'année, etc. etc. L'omniprésence de récitations à caractère cultuel. Ces récitations, les pédagogues des écoles Steiner-Waldorf les appellent les paroles. Puis, quand on lit certains textes de Rudolf Steiner, on s'aperçoit qu'il ne s'agissait pas de paroles, mais de prières. De prières inventées par Rudolf Steiner et dont le contenu se réfère à l'anthroposophie. Seulement, on utilise le mot parole parce que le mot prière aurait éveillé la vigilance des parents et des enfants. Ces paroles sont loin, bien loin d'être anodines. Leur contenu est fortement spiritualiste. Seulement, il faut les connaître, il faut se pencher un peu dessus. Il faut connaître l'anthroposophie aussi pour repérer qu'il s'agit de contenu anthroposophique. Et ces paroles, les élèves d'une école Steiner-Waldorf vont les apprendre, les réciter tous les matins, parfois pendant des années, au point que les idées contenues dans ces paroles vont s'imprimer en eux, finir par structurer leur esprit, sans qu'ils s'en aperçoivent. Puisque tout cela est fait sans se poser de questions, sans explication, sans un mot d'explication de la part des professeurs. On dit les paroles, voilà. C'est ce que dit le professeur quand il arrive dans la classe le matin, il fait entrer ses élèves. Bon, eh bien, on dit les paroles. Les élèves disent les paroles, les mains sur le cœur, en croix, en récitant ces paroles de Rudolf Steiner, du maître, mais sans se rendre compte de ce que ces paroles véhiculent. En fait, on ne devrait pas utiliser le mot parole, on devrait utiliser le mot mantra. Et parce que les anthroposophes qui appartiennent à la société anthroposophique pratiquent leur spiritualité à travers la récitation continuelle de mantras. Récitation, il faudrait dire plutôt méditation continuelle de mantras qui font partie en fait de ce que doit faire un anthroposophe tout au long de la journée, c'est-à-dire rythmer sa vie quotidienne de paroles de Rudolf Steiner sur lesquelles il va méditer un temps,
assez bref. Et évidemment, cette méditation est censée lui apporter des forces, de la sagesse, tout au long de la journée, et même pendant la nuit. Donc quand on fait dire aux élèves comme ça, de manière systématique, en début de cours, en fin de cours, début de journée, fin de journée, milieu de journée, etc., des paroles de Rudolf Steiner, on ne fait que les introduire dans la pratique méditative qui est celle des anthroposophes. On les forme, d'une certaine façon, à devenir des anthroposophes accomplis, sans qu'ils s'en rendent compte, et sans même qu'on leur signale que cette formation pourrait les intéresser s'ils voulaient devenir plus tard anthroposophes. On les fait devenir anthroposophes sans qu'ils le sachent, finalement.